Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21, les taxis au sommaire ce midi, ce sera dans un instant. Leur mobilisation se poursuit. Appelez-nous au 39 21, que vous soyez toujours client des taxis ou que vous ayez succombé au charme des Uber. Appelez-nous 39 21, on en parle dans un instant. Mais d'abord, Jean-Michel, Christiane Taubira s'en est allée. Eh oui, elle est partie. Elle n'est plus ministre de la Justice depuis ce matin, remplacée par Jean-Jacques Curvoas. Et vous avez été nombreux à appeler le 39 21 pour nous dire ce que vous pensez de Christiane Taubira. Bonjour Michel. Vous êtes à Genouilleux dans l'Ain. Michel n'est plus avec nous. Bon, alors est-ce que Stéphane est avec nous? Bonjour Stéphane. Stéphane est avec nous. Bonjour, monsieur Apathy. Bonjour. Vous êtes à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne? Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous pensez de Christiane Taubira? Voilà, je rends hommage à Mme Taubira. Je pense qu'elle a fait beaucoup de choses pour la France, notamment dans le domaine de la détention. Oui. Elle a eu une perspective d'avenir qui considère que les prisonniers qui ont moins de 2 ans de peine, ce sont de petits délinquants, ce sont des gens qui ont fait des tout petits larcins, ils représentent 80% de la population carcérale. Si on leur mettait un simple bracelet et puis on leur faisait faire des travaux d'intérêt généraux, c'est-à-dire c'est parce qu'il manque en France les rivières, les autoroutes. En fait, oui, ça on avait noté, Stéphane, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus, que Christiane Taubira s'est beaucoup souciée des prisons. Elle a notamment fait des visites assez médiatisées, assez spectaculaires, mais très utiles, dans certaines prisons qui étaient très vétustes, et notamment au Baumettes à Marseille, où des quartiers étaient dans des états absolument indignes. Et enfermer les gens est une chose, c'est nécessaire évidemment pour l'ordre social, mais leur permettre d'avoir des conditions d'incarcération qui préservent la dignité, ça l'est aussi. Et peu de gardes des Sceaux, avant elle, avaient mis l'accent sur ce type de problème. Pour la bonne raison que Mme Taubira s'est déplacée dans la prison, elle. Oui, et c'est ça. a vu ce que c'était. Voilà. C'est pas une femme politique. C'est une technicienne. Ah oui. Elle a été voir. Ça, c'est pas un compliment, ça. Vous savez, le pire, alors je vais peut-être dire des choses qui sont un peu caricaturales, oui, mais être politique, ce n'est pas vraiment quelque chose de respectable. Ah, bon, il vaut mieux être un très bon technicien et faire les choses pragmatiques. Dans votre bouche, c'était un compliment, mais je suis d'accord avec vous, Stéphane. Sur les prisons, elle a mis l'accent sur la vétusté de certaines prisons, et c'était évidemment une bonne chose. Merci Stéphane de nous avoir appelé depuis Villeneuve-le-Roi, et je vous souhaite une bonne journée. Oui, Maxime. Oui, simplement beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux autour de la personnalité et du bilan de Christiane Taubira au ministère de la Justice. C'est très clivé. On a par exemple Eric qui nous dit c'est la meilleure ministre de la Justice depuis Badinter. On a Joël qui nous dit qu'elle en a pris plein la tête depuis plusieurs années. Elle a même supporté qu'on la compare à un animal. Franchement, je crois qu'elle a été très forte. Et à l'opposé, vous avez par exemple Vianney qui nous dit Christiane Taubira quitte le gouvernement en réalisant le seul véritable acte de justice de son mandat, démissionner. Mais quand même, je voudrais là rajouter un peu mon grain de sel. On a noté quand même tout à l'heure, nous avions Brice Hortefeux au téléphone avec nous, ami de Nicolas Sarkozy. Alors il a critiqué le bilan de Christiane Taubira, il l'a fait avec les arguments qui étaient les siennes, il a parlé de politique de désarmement pénal, mais on a noté son désaccord avec Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, dans son livre, dit « La réforme emblématique de Christiane Taubira, le mariage pour tous, si je reviens au pouvoir, je ne la remettrai pas en cause », et on a noté que Brice Hortefeux là-dessus était beaucoup plus réservé visiblement et n'avait pas l'air de partager le jugement de Nicolas Sarkozy. Il serait intéressant de creuser évidemment ce point. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Vous êtes à Saint-Leu-d'Esserand dans l'Oise. Oui. Christiane Taubira, vous en pensiez quoi, ministre de la Justice? Alors je dirais que j'en pense ni du bien ni du mal. Peu importe ce qu'on pense d'elle et peu importe son bilan et son action. Il m'a semblé qu'à lire votre fiche, vous en pensiez plutôt du mal. Oui, je vais vous dire pourquoi. Mais pas forcément pour son action au ministère. Je pense que tout ce débat n'aurait pas dû avoir lieu autour du départ de Mme Taubira si M. Hollande n'avait pas commis au départ une énorme erreur de casting. En nommant Mme Taubira un ministère aussi symbolique concernant les valeurs de la République française. On ne peut pas à la fois défendre les valeurs de la République française tout en étant
militantiste De quoi de l'indépendance de la Ah oui. Guyane. Mm. C'est complètement contradictoire à mon sens. Mm. Elle l'a été il y a des années, je pense. Enfin, je sais pas, c'était pas très présent dans son discours ces dernières années, disons, l'indépendance C'était de la pas très Guyane. présent, mais c'était toujours dans son esprit. Ça vous a choqué, vous? Oui, ça m'a choqué. Vous voulez dire Après, quelqu'un qui a eu ses positions, mettons, dans sa jeunesse, ou ça le disqualifiait ensuite pour occuper des fonctions ministérielles? ça paraît quand même contradictoire et incompatible. Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'un indépendantiste corse, quel qu'il soit, comme je sais pas moi, Yvan Colonna ou Jean-Guy Talamoni, aurait accepté d'être nommé préfet de Corse? Yvan Colonna, c'est plus difficile, mais C'était difficile. Jean-Guy Talamoni, il a été reçu à Matignon il y a 8 jours. Ça vous a choqué? Un peu, oui. D'accord. Le véritable courage, parce qu'on parle beaucoup du courage de Mme Taubira, mais le véritable courage, ça aurait été de sa part, dès le départ, de refuser toute fonction gouvernementale dans la République française, justement à cause de son combat politique en faveur de l'indépendance de la Guyane. Voilà ce que je pense. Mais je ne porte pas de jugement ensuite sur son bilan au ministère et sur... Non, vous, ce qui vous a choqué, c'est les positions qui ont pu être les siennes il y a quelques années, donc relatives à l'indépendance de la Guyane. D'accord, mais on a Quand bien on a des convictions, compris. on les défend jusqu'au bout, mais on n'accepte pas en même temps d'être indépendantiste et en même temps d'être ministre de la France, ce qui me paraît incompatible. D'accord. Merci beaucoup, Claude, de nous avoir livré votre analyse sur le cas Taubira. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, Claude. Bonjour, Michel. Bonjour, monsieur Abati. Vous êtes à Genouilleux dans l'Ain. Voilà. Voilà, où le téléphone ne passait pas, maintenant il passe. Et comme ça, Voilà, vous avez raison. tout s'arrange. Bien. Alors, votre opinion sur Christiane Taubira, Michel? Bon, écoutez, moi je trouve que c'est une femme plutôt énergique et qui va jusqu'au bout de ses décisions, en tout cas. Quand elle n'est pas d'accord, elle s'en va, ce qui n'est pas le cas de tous nos ministres, je pense, à l'heure actuelle. Et puis bon, son bilan sera ce qu'il est. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle fasse peut-être plus de choses. Bon, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais je trouve qu'en tant que femme, elle a toujours été bien droite dans ses bottes, pour reprendre une expression. Et donc, je trouve qu'elle a bien fait d'abord, si elle n'est pas d'accord. Moi, cette espèce de truc sur la déchéance de nationalité, c'est pareil, c'est un truc qui me paraît un peu flou, pas très réaliste, donc c'est faire du vent pour pas grand-chose, à mon avis. Et donc Voilà. la démission, ça vous paraît, à défaut de porter un jugement sur son action, ça vous paraît un acte assez courageux et assez cohérent? Moi, je trouve que c'est un acte très courageux. Oui, il y a un moment donné, quand on n'est pas d'accord avec les choses, ce qu'on veut nous faire vivre, eh bien, c'est bien, on s'en va. Et alors, Voilà. je lis sur la fiche qu'on m'a transmise vous concernant, Michel, c'est pas une fiche de police, c'est juste quelques mots Oui, que vous bien avez dit. sûr, j'entends bien. Oui. Tout le monde ne se comporte pas comme elle. Ça veut dire quoi? Bien, bon, par exemple, vous voyez, quelqu'un comme Madame Belkacem, je trouve qu'elle serait plus dans le compromis, pour le coup. Je pense qu'elle est capable de faire des choses... Bon, moi, je la ressens comme ça. Je ne porte pas la vérité universelle. Mais bon, je trouve que c'est une femme, en l'occurrence Madame Belkacem, qui a du mal, par exemple, sur un plateau de télévision, à prendre des positions fermes par rapport aux interlocuteurs qu'il y a sur ce plateau. Et ça me dérange, vous voyez. Ça me dérange beaucoup. Donc, on ne va pas reprocher à Madame Taubira de dire ça ne me convient pas et je m'en vais. Et en tout cas, de le dire, elle l'a toujours dit. Elle a toujours dit que ça ne lui convenait pas. Votre analyse est intéressante, Michel, parce que on remarque dans l'actualité, puis moi ça fait quand même quelques années que je suis l'actualité, que les ministres qui démissionnent partent avec un capital de sympathie pour le simple fait d'avoir démissionné. On peut penser à Jean-Pierre Chevènement ou à d'autres, mais c'est toujours un geste qui plaît en quelque sorte. Voilà. Puisque, comme disait Jean-Pierre Chevènement, quand on est ministre, si on n'est pas d'accord, on démissionne, et sinon on ferme sa gueule. Fin de citation. Voilà. Donc quand des gens démissionnent, ça paraît toujours un geste honnête et donc qui rencontre une certaine popularité. Voilà. J'ai pensé à ça ce matin quand j'ai entendu sa démission, et je vais vous dire, moi je suis chef d'entreprise et des décisions, je suis bien obligée d'en prendre tout le temps et de me positionner. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on ne le fait pas et on s'en va. Voilà. Et vous êtes resté quand même, vous n'avez pas démissionné, Michel? Oui, voilà. Vous êtes fidèle au poste. Très bien. Merci beaucoup, Michel, d'avoir composé le 3921 pour vous livrer votre sentiment sur Christiane Taubira. C'était l'actualité du jour. Christiane Taubira, démissionnaire. Elle n'est plus ministre de la Justice. Elle donne une conférence de presse dans maintenant à peu près 2 heures. Et il est à peu près certain qu'on entendra encore parler dans les mois qui viennent de Christiane Taubira. Et maintenant, nous allons parler des taxis. À tout de suite.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous donc au 39-21, la colère des taxis qui se poursuit. Hier, Manuel Valls a nommé un médiateur. Ça ne suffit pas à faire retomber la pression. Jean-Michel Apathy. Non, aujourd'hui les taxis continuent leur mouvement et Arnaud Forestier, artisan de taxi, est avec nous. Vous avez expliqué tout à l'heure, Arnaud Forestier, les difficultés qui sont les vôtres dans l'exercice de votre métier. Vous avez accepté de dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1 et notamment Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Voilà, tout à fait. Et des taxis, vous en prenez bien sûr? Des taxis, j'en prends, oui. Il y a des choses, je trouve, qui devraient vraiment évoluer, parce qu'on évolue dans tous les domaines et il faut avancer, le monde bouge et il faut avancer. Alors déjà, ce que je trouve qui devrait aller dans le sens des taxis, c'est que je trouve que c'est insensé qu'ils aient un tel montant à payer pour une licence. Je sais pas, il doit y avoir une mafia quelque part là, mais il y a quelqu'un qui se gave en tout cas. 250 000 € pour avoir un taxi. Je trouve que là, il y a un truc qui va pas, qu'il faut absolument revoir. Et d'autre part, c'est vrai, je reconnais, je suis assez pour Uber parce que c'est pas tout à fait la même chose et en même temps, c'est vrai qu'en se plaçant dans le cadre de l'utilisateur, c'est quand même beaucoup moins cher. L'autre fois, j'ai pris le train, j'ai fait Montpellier, Gare de Lyon, ça m'a coûté 35 € de billet de train. J'ai fait Gare de Lyon chez moi, 40 €. Avec un taxi. Uber, avec un taxi, Uber, j'en ai pour 20-25. Bon, c'est sûr, les gens calculent, mais je trouve, c'est ça que je voulais surtout dire, que la compagnie des taxis, enfin les dirigeants, je ne parle pas des chauffeurs, les dirigeants ne se remettent pas assez au bout du jour. Je trouve qu'ils ont perdu une clientèle qui n'est pas très friquée et qui devrait la reconquérir, ne serait-ce qu'en proposant, c'est une idée, après il faut la travailler, mais en proposant dans différents points importants de la capitale des espaces ou alors carrément des mini-cars qui proposeraient avec 4 espaces différents, un qui irait vers le nord-est, l'autre qui irait vers le sud-ouest, l'autre et collectif. Et là, il y a 7, 8, 9 personnes qui paieraient 15 € pour rentrer chez elles le soir ou je ne sais quoi. Enfin, il faut trouver innover. d'autres formules. Il faut innover. Restez avec nous, Agnès. On va soumettre vos idées d'innovation à Arnaud Forestier. Les taxis ne se remettent pas assez en cause. Déjà, ça dépend desquels, pour commencer. Comme j'expliquais tout à l'heure, on n'est pas tous les mêmes taxis. Par contre, on joue avec les mêmes règles. Donc déjà, c'est un premier point. On n'est pas contre l'innovation. Aujourd'hui, vous prenez, il y a la plupart des taxis, 90% d'entre eux ont les terminals de carte bleue, les bouteilles d'eau dans les voitures, les bonbons, parce qu'a priori c'est ce qu'il y a de plus important maintenant aux yeux de la clientèle. Ça va être avec un peu il y a quand même d'ironie. des taxis qui se sont adaptés. Ça coûte cher le taxi, dit-elle. J'ai pris un taxi Gare de Lyon, donc Meudon, 40 €. Oui, exact. Ça coûte cher. Alors en fait, on ne peut pas facturer le même prix à un client si on n'a pas de charge et si on en a. Moi, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai une licence que je paye très cher. Je pense que l'État a évalué les prix en fonction de nos charges. En réalité, si je vous fais payer 25 € pour vous amener à Meudon, que je connais bien, en réalité, vous allez me donner l'équivalent de 1 € net. Comment vous voulez que je survive avec 1 € net pour une course que j'aurais sans doute attendue pendant environ une demi-heure, voire une heure, de 10 minutes à 1 heure, pour une course qui risque de durer environ 1 heure, parce que si ça fait 40 €, c'est que ça a duré au moins une bonne heure, et à la fin, il me reste 1 € dans ma poche. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, je comprends, le client a tout intérêt à avoir des taxis en bas de chez eux. Moi, si j'étais client, je dirais, moi, je voudrais qu'il y ait un taxi par personne. Voilà. Mais malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Maxime, une précision? Oui, simplement une question sur le système des licences. Qui les vend à qui et comment est-ce qu'on arrive à ces prix effectivement qu'on évoquait, 200-250 000 €? Ah oui. Vous l'avez acheté à qui? Comment ça marche? Voilà, oui, parce qu'en même temps, on va répondre à madame. Elle parlait des prix, elle disait qu'il y en a qui se gavaient. En réalité, pas tout à fait. S'il y en a bien qui se gavent, en réalité, c'est le gouvernement. Oui, elle ne voulait pas dire que c'était les taxis, là. Non, elle suggérait... Non, mais justement, elle ne sait pas qui touche l'argent. Vous l'achetez à la préfecture de police. Système? Oui, en réalité, le seul qui se gave, c'est l'État. Parce que l'État touche
un pourcentage sur les ventes des licences. Donc l'État a tout intérêt à vendre cher, à ce que les transactions soient élevées. C'est-à-dire que l'État, au départ, a voulu contrôler le nombre de taxis. Tout Et à donc, fait, ça part d'un bon sentiment. On vend des licences pour empêcher que ceux qui sont taxis soient concurrencés par une masse, ce qui fait que personne ne gagnera assez d'argent. Au départ, c'est pour ça qu'il y a des licences. Ça part d'un bon sentiment. Oui, une volonté de réguler le Voilà. marché. Et ensuite, les gens qui ont obtenu des licences qui à la base sont gratuites, en réalité les licences ne nous appartiennent pas. Ça, c'est votre téléphone qui sonne, mais ça y est. Les licences ne nous appartiennent pas. Et du coup, les gens ont fait un commerce de licences. Mais en réalité, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Par contre, pour la génération des jeunes comme nous, on nous a forcé, on nous a dit, si vous voulez être patron, si vous voulez conduire un taxi, il va falloir passer par la case licence. Les VTC, ça n'existait pas. On n'avait pas le choix. On était obligé d'acheter une licence si on ne voulait pas être dépendant d'une entreprise de taxi qui ne fait rien d'autre que d'esclavage moderne. Parce qu'en réalité, un salarié taxi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne absolument pas sa vie. Il rentre chez lui avec 500 € par mois. Il a travaillé au moins 5 jours et il n'a rien gagné du tout. J'ai fait l'expérience, j'ai fait ça pendant 6 mois. Je vous assure que c'est quelque chose qui ne rapporte absolument rien. Est-ce que vous avez eu quelques réponses aux questions ou aux critiques que vous avez émises, Agnès, en écoutant Arnaud Forestier ? Oui, bien sûr, c'est cher au début. C'est sûr que les licences sont hors de prix et que ça les oblige à monter leur coût, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que maintenant, il faut aussi réfléchir à l'usager. L'usager est le prioritaire, le client est roi. Et le client, effectivement, il ouvre son portefeuille, il voit ce qui reste. 40 balles pour rentrer chez moi de Gare de Lyon à Meudon, non, ça m'emmerde, j'ai pas envie de payer ça. Donc que les taxis récupèrent une clientèle qu'ils ont perdue, qu'ils la récupèrent à Uber s'ils veulent, mais qui réfléchissent à d'autres façons de faire voyager les gens, quitte à ce que ce soit des chouettes taxis collectifs qui se débrouillent, qui réfléchissent. Il faut évoluer, il faut qu'ils évoluent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Je vous Agnès. souhaite une bonne journée. Merci Au beaucoup, revoir, Agnès, de Marie-Thérèse. nous avoir livré Au votre... Au revoir, Agnès. Oui, on a peut-être été un peu imprécis. L'État a voulu réguler le marché en distribuant, mais gratuitement, des licences de taxi, et ensuite c'est devenu un commerce, puisque celui qui avait une licence, quand il arrêtait son activité, la revendait. Exact. Et donc nous sommes dans ce système, et l'État crée chaque année, je ne sais pas combien, mais crée des licences nouvelles. Oui, on est passé de 15 à 18, dans les 18 000 taxis sur Paris. C'est ça, donc il y a toujours des créations de licences, et c'est pas l'État qui se gave, c'est un marché qui s'est organisé de revente des licences. Bonjour William. Oui, bonjour. Vous êtes à la Garenne-Colombe, vous n'utilisez plus de taxi, vous? Tout à fait. En fait, donc moi je suis technicien dans le bâtiment. Je voyage à peu près partout dans le monde et j'utilise beaucoup les taxis pour me rendre aux aéroports parce que soit je pars très tôt le matin, soit je rentre assez tard le soir, donc c'est compliqué d'utiliser les transports en commun. Et donc j'ai utilisé beaucoup de taxis au cours de mon expérience. J'en ai vu des très bien, j'en ai vu des très mauvais. Et en fait, le jour où j'ai décidé effectivement d'arrêter de prendre un taxi, c'est un soir, c'était même pas dans le cadre professionnel, c'était dans le cadre personnel, sur les grands boulevards. On essaie de trouver un taxi à 3h du matin, et là, c'est le mur en fait. Vous avez personne. Les rares taxis qui s'arrêtent pour aller à la Garenne-Colombe, c'est trop près, ou alors si on n'a pas d'espèces, ils prennent pas la carte bleue. Enfin, c'est toujours une histoire compliquée. Et du coup, ce soir-là, je suis effectivement rentré à pied des grands boulevards jusqu'à chez moi parce que ça m'a vraiment mis hors de moi. Et en voyageant beaucoup, je m'aperçois qu'en fait, à Paris, on a vraiment un gros problème. C'est une des seules capitales au monde, je pense, où on a du mal à trouver un taxi. Pas assez de taxis. Ouais, vous allez partout dans le monde. Déjà, des taxis, vous envoyez à l'appel. Ils sont disponibles. Ils sont là pour travailler comme tout le monde. Donc en général, il n'y a pas trop de problèmes. Moi, ce que je ressens beaucoup en France et surtout à Paris, parce que moi je suis plus sur Paris que dans les autres grosses villes, à Paris, c'est vrai que il y a un peu cette position de monopole. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, c'est le terminal carte bleue qui fonctionne pas parce que il y a trop de béton au-dessus, donc ça capte pas. C'est les courses qui sont trop courtes, donc on vous refuse. Mais en tout cas, on comprend, William, ça, chacun a pu en faire son expérience, que, dites-nous ce que vous en pensez, Arnaud Forestier, pas de taxi en ville. C'est vrai que quelqu'un qui va à New York, on trouve tout de suite un taxi. Paris, ça se passe pas tout à fait comme ça. Pourquoi? Alors, déjà, comment vous le ressentez? Je voudrais rappeler que le taxi, c'est presque un boulot de saisonnier, malheureusement. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et les VTC, moi, je suis pas contre eux à 100%. D'ailleurs, j'ai rien contre eux. Je pense que les VTC pourraient
nous aider en réalité. Dans les périodes de forte demande, oui, c'est vrai qu'il y a des jours à 3h du matin. William, c'est ça ? Oui. Parce que Oui, c'est ça, vous travaillez dans le bâtiment, je travaille aussi dans le bâtiment avant. Je sais pas moi, à 3h du matin, si je vous dis le jour de l'an, à 3h du matin, est-ce que vous avez envie de travailler ? Non, je suis d'accord avec vous. Ok, moi non plus. Moi non plus. J'ai travaillé la nuit, je me suis battu la nuit. J'ai vécu des histoires dures. C'est difficile, quoi. Oui, c'est un très travail difficile. difficile la nuit. Il y a des clients qui ont abîmé ma voiture. Enfin, je me suis retrouvé dans une situation très délicate. En réalité, pour gagner exactement la même chose que si je me lève avec des horaires, pas de bureau, mais si je me lève à 6 heures. Voilà. Donc, mais après, vous avez le choix. Si vous décidez de travailler la nuit, vous décidez de le faire. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous met un couteau sous la gorge en vous disant il faut aller travailler la nuit. Alors, il y a 2 points. On ne va pas tout mélanger. Mais là, je parle dans un premier temps de l'aspect disponibilité des taxis. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des périodes où il y aura forcément, je ne sais pas, si par exemple tous les taxis se décidaient à ne pas travailler le même jour, vous n'aurez pas de taxi ce jour-là. Ça peut être le hasard, ça peut être une manifestation. Bon, les VTC auraient pu nous aider dans ces périodes de forte demande à injecter des voitures pour nous aider. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous me parlez des taxis apparemment qui ne se comportent pas comme il faudrait, parce qu'en réalité, la loi nous oblige à prendre les cartes bleues, par exemple, et la loi nous oblige à être correct. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'on doit être correct. Pour ceux qui ne le sont pas, ceux-là, je leur dis, vous êtes trompés de métier. Dans ce cas-là, le taxi, c'est pas pour vous. Voilà. Je suis d'accord, mais après, quel organisme, quel contrôle, quelle régulation il y a ? Est-ce qu'il y a des faux clients qui peuvent tester des conducteurs de taxi ? Ça, ce serait une vraie chose à mettre en place. Oui, alors en réalité, c'est déjà en place. Alors, on pense que ça ne l'est pas assez. Moi, je suis rentré dans le taxi, c'était avant tout une expérience humaine que je voulais faire et en sortir. Bon, malheureusement, ça risque. La sortie est plus compliquée que vous l'aviez imaginé. Plus compliquée que prévu. Mais, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rentrés là-dedans. Pour eux, ça a été des voies de garage. Il ne faut pas se le cacher. Ces gens-là, on cherche à les contrôler. On voudrait les dégager du taxi, en réalité. On voudrait qu'ils ne soient plus là. C'est vrai que ces gens-là, quand vous tombez dessus, vous vous en souvenez. Et j'ai une expression qui est tout à fait appropriée. Une forêt qui pousse ne fait pas de bruit, mais un arbre qui s'effondre en fait énormément. Et ces chauffeurs qui ne savent pas se tenir, en réalité, c'est les appels que c'est vous là, William. Bien sûr, mais ils pourrissent votre réputation. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Et alors, si j'étais pas tombé sur des conducteurs aussi malhonnêtes ou aussi mal avec un service aussi mauvais, je pense qu'aujourd'hui, je continuerai à prendre des taxis et mon avis serait complètement différent. Mais je comprends bien ce que vous dites, mais alors c'est un petit peu comme si je disais, je suis allé au boulanger aujourd'hui, j'ai acheté une baguette, elle était vraiment pas bonne. Et pour la peine, je mange plus de pain. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de me dire. Je suis un peu d'accord, sauf que des boulangers dans un village, vous en avez en général, dans une ville comme la Garenne-Colombes, moi où j'habite, vous en avez des dizaines. Moi, le taxi, quand je l'appelle, c'est jamais le même. Je suis d'accord avec vous. Mais 9 fois sur 10, ça se passe pas bien, quoi. Alors, soit vous n'avez pas du tout... 9 fois sur 10, c'est beaucoup quand même, hein, William. Ah ouais, c'est beaucoup. Vous n'avez pas eu une bonne expérience, un taxi sympa, non, une voiture propre, non ? Je dis pas que c'est pas arrivé, je dis que c'est arrivé, mais c'est effectivement noyé par les expériences où ça s'est mal passé. Qui sont plus désagréables. Et effectivement, on a du mal à s'en rappeler, on a du mal à garder une bonne image, quoi. Vous essayez, Arnaud Forestier, de faire le ménage parmi les taxis, c'est difficile. Moi, personnellement... Non, pas vous, enfin, je ne sais pas, qui d'ailleurs. Oui, personnellement, j'essaye. Quand je vois quelqu'un qui se comporte mal, je vais directement le voir. Mais le problème, c'est que c'est des sources d'ennui. Après, on risque... les taxis, c'est des gens qui ont du caractère quand même. Oui, je dois le reconnaître. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident. On est enfermé dans notre voiture toute la journée. Ce n'est pas une excuse, mais on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. C'est vrai qu'il y a des gens qui se disent oui, puisque ma situation est désespérée, j'ai le droit de me comporter comme je veux. Ça existe aussi, mais tout ça, c'est des suppositions. Vous savez pas sur qui vous tombez. Peut-être qu'à force d'avoir eu des mauvaises expériences, peut-être que du coup, vous rentrez dans le taxi. Je sais pas comment vous vous comportez vous aussi, mais nous aussi, on a affaire à des clients qui se comportent mal. Je ne dis pas que vous vous comportez mal, mais ça nous arrive aussi. C'est vrai que dans ces... Pas le contraire. Je pense qu'effectivement, il y a des clients qui peuvent. Dans ces horaires-là, l'agressivité appelle un peu l'agressivité. Merci, oui. Ça, la haine appelle la haine. La haine, je ne sais pas, mais enfin, du moins, on peut comprendre que l'agressivité soit un peu au milieu de la relation client-taxi. Merci beaucoup, William, d'avoir apporté votre... Je vous en prie, merci à vous, Jean-Michel. Témoignage sur bon courage à merci en tout cas, c'est gentil, merci. Merci. Au revoir. Nathalie à Marseille. Bonjour, Nathalie. Oui, bonsoir, bonjour, messieurs. Bonjour. Alors écoutez, les taxis. Moi, les taxis. Alors, ce que je voulais dire, c'était que j'étais complètement d'accord avec les actions que les taxis mènent. Bon, il y en a au moins une, voilà. alors que je ne suis pas du tout là-dedans, je suis ni artisan, ni taxi, je travaille dans une grande entreprise française. Bon, mais vous êtes d'accord avec les taxis. Et pourquoi ? Oui, je suis d'accord avec les taxis. Pourquoi ? Parce que je trouve anormal qu'une profession, alors là, en l'occurrence, on parle de taxi, mais ça va se généraliser dans d'autres professions,
on impose une fiscalité très importante, un achat de licence très important, qu'on n'a pas su réactualiser par rapport aux années, puisqu'il y a 30 ans, effectivement, un taxi gagnait très bien leur vie, c'est plus le cas maintenant, alors qu'on laisse proliférer à côté de nous des transporteurs qui ne payent pas leurs impôts en France et qui n'ont pratiquement pas de charges. Alors là, c'est à tous les niveaux. Donc si on laisse faire ça, on va se retrouver dans une société qui va avoir de très grosses difficultés. D'autant plus que c'est pas la première fois que je vous appelle, monsieur Apathy. Donc je voulais préciser aussi que j'étais énormément déçue et désespérée de voir que sous un gouvernement de gauche pour lequel j'ai voté, pour lequel j'ai toujours voté à gauche, en pensant que justement un gouvernement comme ça pouvait nous protéger du libéralisme. Alors sans, bien sûr, on sait très bien qu'on évolue dans la vie, mais on se dit qu'au moins avec un gouvernement de gauche, des choses comme ça pourraient être beaucoup mieux, traitées. Et la désespérance, c'est de voir, mais ça c'est à tous les niveaux, de voir qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils proposent? Encore un médiateur, comme ils ont proposé il y a 3 mois, 6 mois, puisque cette action-là se déroule depuis des mois quand même. Bien sûr. Et donc, de votre point de vue, c'est pas une solution, mais je crois que les taxis non plus n'ont pas beaucoup aimé l'idée de ce médiateur. Mais je vous remercie, Nathalie, de nous avoir appelés depuis Marseille. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Arnaud Forestier, c'est vrai que on se demande un peu comment vous sortirez de toutes ces difficultés parce que les Uber sont là, ils sont là sans doute pour un moment et que tout le monde arrive à cohabiter harmonieusement, ça paraît difficile. Ça va être compliqué, je pense. On se retrouve noyé dans un problème qui nous dépasse en réalité. Je fais pas de politique, je voulais pas avoir à expliquer tout ça et on se retrouve noyé là-dedans, malgré moi. Je me retrouve là-dedans à défendre une cause, malgré moi. Si je peux me permettre de vous le dire, ça n'arrangera absolument pas vos situations, mais vous parlez très bien de votre métier et vous le faites avec une forme de sincérité. Je suis sincère, je mens pas. Voilà, qui nous a apporté quelque chose dans ce débat et je vous remercie Arnaud Forestier. Merci de m'avoir laissé parler, ça c'est gentil. D'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi. Et nous reprenons ce dialogue tous ensemble sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10 demain.